Le mât est l'être cosmique, enfin retrouvé au terme d'une quête de soi-même à travers les 21 lames précédentes du tarot. Il ne porte pas de numéro, car il est tous les numéros à la fois, comme la couleur blanche est la somme de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il est dépouillé de tous les métaux possibles et ne porte que des guenilles qui le font ressembler à un vagabond. Pourtant, il est tout le contraire, car il peut à présent se projeter partout en conscience dans le cosmos. Debout, puissant, détendu, il tient de la main droite une massue qui repose sur son épaule, alors qu'il trace de la main gauche un arc de cercle dans l'espace. Car à présent, tout est mesure et géométrie avec lui, et la moindre de ses pensées et des formes qui le représentent correspondent dans l'espace à des formes géométriques, à commencer par cette massue traçant la diagonale d'un carré dans la moitié haute de la lame. C'est à partir de cette diagonale du carré qu'il retrace une échelle mystique, mais de haut en bas, contrairement à celle du pendu du tarot, car il retourne parmi ses frères et sœurs humains, comme le bodhisattva du monde du tarot. En transformant le cube du Sahu et la sphère de Lac en un carré et des tracés au compas, des tracés qui laissent des traces dans la mémoire, les marques des bâtisseurs de leur propre temple intérieur. Ce qui vient d'en haut est comme ce qui vient d'en bas sur cette échelle mystique, pour paraphraser les mots de la table d'émeraude des alchimistes. Et c'est bien cette même continuité d'expérience mystique de bas en haut et de haut en bas qui permet aux êtres spirituels de témoigner des étapes exaltantes de leur transformation intérieure, même aux êtres attachés à la matière et qui peinent à s'en détacher. Si les espacements des barreaux de l'échelle matérielle et de l'échelle mystique sont différents, c'est juste parce qu'ils n'appliquent pas la même formule mathématique pour s'écarter ou se rapprocher les uns des autres. Ils constituent pourtant des séries régulières et des suites mathématiques. Et c'est en cela que les espacements de ces deux échelles se différencient fondamentalement de ceux de l'échelle cosmique centrale qui sont aléatoires et discontinus. Car tout là-haut, l'être cosmique n'est plus seul à partager avec ses semblables une communauté de destin au service d'un tout commun et divin, hors de portée des esprits matériels et mystiques encore soumis aux lois des séries. Le mât prend donc les traits d'un être mystique et même d'un être asocial, contrevenant aux règles vestimentaires les plus élémentaires, alors que sa massue s'apparente au shechem égyptien et que ses plumes le couronnent. Le shechem, dit Laurence Lagu sur son site Meretz Seger, n'est en aucun cas le symbole d'un pouvoir de domination sur les autres, mais seulement d'une domination sur soi-même. On peut alors comprendre ce constituant de l'être égyptien, Shechem, comme le grade de maître des écoles initiatiques avec tout ce qu'il véhicule de conscience et de responsabilité assumée. Un maître est quelqu'un qui est chargé d'une extrême responsabilité vis-à-vis de lui et des mystes qui vont venir à lui. Le shechem est aussi un sceptre, un objet royal et magique, un don des dieux, un outil opératif et le signe d'une plénitude spirituelle.
Le sceptre est complémentaire de la couronne. La couronne donne des vertus, le sceptre les polarise. Un mage ne se déplace jamais sans son sceptre, bâton lui servant avant tout à exprimer sa volonté. Tous les sceptres sont des bâtons de magiciens permettant de commander aux esprits et aux éléments. Ainsi, les mages détenteurs du Sheken sont bien loin des représentations contemporaines qu'ils inspirent, celles des magiciens aux forces débridées et surnaturelles de héros combattant des forces ennemies dans l'univers. Ces mages ne font pas rêver ceux qui les imaginent, car c'est avec la plus grande humilité qu'ils intériorisent ces forces en transformant chaque instant de la vie en moment magique, en temps de voyance et en bien-être. Avec eux, l'être passant est devenu passeur de l'énergie cosmique qui le traverse et avec discipline, prudence et humilité devient serviteur des forces dont il se sert à présent pour agir en puissance et avec discrétion dans le monde. Certes, les fêtes collectives qui les célèbrent et les cérémonies rituelles qui les mettent en œuvre sont spectaculaires, mais ces moments forts, cultuels et culturels, assurant la cohérence et l'équilibre des groupes sociaux, sont des exceptions qui confirment la règle individuelle d'une vie consacrée à ses forces, à l'œuvre à chaque instant en soi-même. Des cheveux du mât du tarot jaillissent des plumes qui le couronnent avec légèreté, semblable à celle de la déesse Maat, qui perçoit comme un souffle le moindre déséquilibre de force dans l'univers et peut y remédier grâce à son Sheken. Le mât du tarot peut aussi, grâce à sa massue, rectifier les déséquilibres de l'être désorienté et retombant dans ses travers, en lui retraçant des perspectives de vie qui lui ressemblent, pour qu'il s'y retrouve et s'y projette. Il est la conscience permanente de l'être qui s'inspire pour se parfaire du salut cubique égyptien visualisé en conscience sur lequel est assis la Maat et qui intègre en soi-même ce niveau cosmique de l'être grâce à sa Matsu, son Sheken. Autrement dit, le mât attire à soi les perspectives de l'être qu'il visualise, renversant totalement le sens habituel donné à une projection loin de soi. C'est tout l'art de la visualisation, déjà évoqué par l'impératrice, l'empereur et la force du tarot, renvoyant en soi-même l'image inversée et parfaitement rectifiée de ce qui figure au loin en perspective. Le graveur Dürer pratiquait en permanence cette visualisation inversée en gravant sur des plaques de cuivre ce qui apparaît inversé à l'impression sur le papier. Une technique mettant en pratique l'art mental du tracé intérieur, de la représentation du monde, de sa transformation, jusqu'à sa recréation conforme à la Maat, le principe égyptien de l'ordre de l'univers établi au moment de la création. Quand on arrive dans la salle des deux Maat, dit Laurence Lagu, on est mis en présence de ce qui nourrit notre quête depuis toujours. Cette Maat est la substance divine parfaite. Et en se retrouvant devant elle, on se retrouve devant ce qui nourrit le divin en nous, comme l'élixir de l'alchimie. L'élixir, c'est la pierre philosophale. Et Maat
Et cet élixir, obtenu au terme d'un long travail de transmutation. Cette mate, tu l'as en toi lorsque tu viens au monde, mais il va falloir incessamment la chercher, disent les Égyptiens. Fin de citation. Pour les anciens Égyptiens, les dieux ont créé le monde par deux procédés. Une émission lumineuse sortie de leurs yeux et une émission sonore sortie de leur bouche. La visualisation mentale reproduit cette émission lumineuse de tracés qui prennent forme en soi-même, et les vibrations sonores émises par la voix, sous forme de chants sacrés ou de mantras hindous, reproduisent cet acte divin de création du monde, tout en déversant en soi-même cet élixir alchimique de bien-être tant recherché. Ces émissions d'ondes sonores et lumineuses sont représentées sur la façade du grand temple d'Abou Simbel, en surplomb par les cris des babouins Djibouti, et au centre de la façade par l'apparition d'Horus, comme sortant du mur, mais encore enclos dans la pierre. Dans le tarot, l'impératrice et l'étoile préparent ces instants secrets et sacrés où surgissent ces formes sonores et visuelles qui ne sont en vérité que des cris et des vagues submergeant de joie la pensée et le cœur. Voilà le moment préparé avec un soin extrême par les 21 lames précédentes du tarot. Cet instant où déferlent dans le cœur du mât des ondes de bien-être sans nom, envahissant son être à tous les niveaux à la fois, matériel, moral, mental, spirituel et cosmique. Si l'esprit rationnel a tant de mal à saisir cette dimension jouissive de l'être, c'est parce qu'il s'en interdit l'accès, en se soumettant en dernière analyse à l'appréhension du monde des monothéistes, à leur modèle qui sépare les pensées et le cœur, les éclairs de l'esprit et les ondes qui jaillissent du cœur avec bonheur et relient tout à tout dans l'être à tous les niveaux, et le prépare ainsi à bondir dans sa dimension cosmique, car tout est lié partout et depuis toujours dans l'univers, et le mât, qui en a pleinement conscience, s'applique à présent à faire résonner ces liens en soi-même et à en transmettre la connaissance à ses semblables, pour qu'une fois plantés comme des graines dans leur esprit et leur cœur, jaillissent vers le ciel leur conscience délivrée des dogmes et assoiffée d'elle-même et de Dieu. Le mât est appelé aussi le fou, car il passe son temps à transgresser les règles de vie spirituelle destinées au plus grand nombre des hommes attachés à la matière, jusqu'à perdre toute aspiration à s'élever au-delà vers la pleine conscience de soi-même. La diagonale du fou n'est donc pas qu'une expression réservée au jeu d'échecs. Elle symbolise d'un trait tous les liens reliant les connaissances horizontales aux prises de conscience qu'il déclenche. Ce phénomène de prise de conscience se réalise d'abord par une transgression de l'être qui s'éloigne horizontalement de son axe vertical pour aller saisir du regard en pensée un objet ou un fruit de connaissance défendu, ou plutôt qu'il s'interdisait de cueillir auparavant, dans lequel il se reconnaît à présent comme dans un miroir. C'est en réintégrant ensuite l'axe vertical de sa conscience, comme en suivant une diagonale, que s'effectuent ces prises de conscience et que son champ de conscience s'élève et croît chaque fois un peu plus.
Mais la conscience, en son axe vertical, n'est pas conscience de quelque chose, car elle ne rapporte pas avec elle dans son axe les objets de connaissance dont elle a pris conscience sur le plan horizontal. Autrement dit, les connaissances ne quittent pas le plan horizontal. Et paradoxalement, au lieu de s'alourdir sous le poids des connaissances et de ces prises de conscience qui s'accumulent, la conscience en demeure détachée et procure à l'être un étrange sentiment de légèreté. Il n'y a rien de plus transparent que la conscience. Et les diagonales de ces prises de conscience qui la relient au plan horizontal, parcouru en tous sens par des pensées. Et cet au-delà transparent s'élève en équilibre sur son axe, comme l'être spirituel prend forme et vie sur le tour en rotation du dieu Gnome, illustrant la papesse et le monde du tarot. La transgression est une discipline qui donne de l'esprit à la pensée, qui permet en société de déroger aux conventions sociales sans enfreindre l'esprit des lois, et individuellement d'élargir le cercle des connaissances tout en démultipliant les prises de conscience. En retour, d'autres connaissances sont éclairées dans ce champ de conscience élargi, qui n'appartiennent pas au cercle des connaissances conventionnelles, autorisées, et nécessitent d'autres transgressions pour être appréhendées et intégrées par de nouvelles prises de conscience. Autrement dit, la transgression est vertueuse quand elle sert le dessein de la conscience qui est de s'élever spirituellement et tendre vers Dieu en soi-même. Mais elle est viciée quand elle ne s'attache qu'à la dimension matérielle de l'existence et la transforme en prison pour l'esprit. Dans cette étude des 22 lames majeures du tarot, la transgression la plus vertueuse est le retour aux sources et le choix du tarot Visconti et non du tarot de Marseille pour illustrer le cheminement intérieur des hommes et des femmes en quête de soi-même et de Dieu. Car le tarot de Marseille, apparu au XVIIIe siècle, tout en étant riche de sens et de symboles, est celui du siècle des Lumières et d'une raison souveraine, encore marquée par les guerres de religion du siècle précédent. Alors que le tarot Visconti de la Renaissance garde intacte la marque de ses créateurs de génie et des connaissances antiques traditionnelles révélées en Occident par les grands artistes et penseurs de la Renaissance. Le tarot de Marseille tend à déresponsabiliser les hommes et les femmes qui confient à d'autres le soin d'éclairer leur destin et ainsi d'en prendre connaissance et demeurer sur le plan horizontal, alors que le tarot Visconti les rend autonomes et responsables du développement de leur propre conscience. L'Occident monothéiste qui refuse depuis sa naissance de reconnaître cette différence de nature fondamentale entre la connaissance horizontale et la conscience verticale a toujours réduit la conscience à un objet de connaissance comme un autre, remplaçant ainsi l'axe de cette conscience vivante et vivifiante par le point fixe d'un Dieu unique, en surplomb et totalement détaché du plan horizontal. La philosophie grecque, celle de Platon en particulier, a servi les desseins de la pensée monothéiste en projetant lui aussi ses idées en amont de l'axe de la conscience, dénaturant ainsi ses connaissances reçues des anciens Égyptiens auprès desquels il vécut 13 années. Mais
Il a beau vouloir projeter ainsi verticalement ses idées, comme l'indique la papesse, elles demeurent au mieux proches de l'axe vertical de la conscience et ne quittent pas le plan horizontal des connaissances. Cette projection au-delà est juste une visualisation mentale, surplombant d'autres idées visualisées et pétrifiées en l'état. La pensée transmise dans les écoles de mystère des anciens Égyptiens servait un tout autre dessein, au service de l'être aspirant sincèrement à développer sa conscience dans l'invisible et donc sans que cela se voie, en toute humilité. De même qu'après la Renaissance, les religieux monothéistes ont mis l'Europe à feu et à sang pour étouffer toute velléité de réforme religieuse. Les monothéistes aujourd'hui jettent leur dernière force en créant du chaos partout dans le monde pour annihiler toute aspiration à une vie spirituelle régénérée. Mais cette fois, sans pouvoir faire barrage aux découvertes scientifiques et à la quête de conscience individuelle et collective qui a déferlé sur le monde et qui responsabilise désormais les hommes et les femmes responsables de leur vie et de leur survie spirituelle. Et ceci de manière définitive, car les 2000 ans écoulés depuis la naissance du Christ constituent l'ère des poissons, la dernière des 12 signes du zodiaque, après le taureau et les gémeaux, et avant l'ère du Verseau, dans laquelle nous venons de plonger de manière irréversible. Ainsi, après l'ère des poissons, qui a couvert d'un voile opaque les vérités naturelles, universelles et intemporelles vénérées par les anciens Égyptiens, l'ère du Verseau les restaure sous nos yeux, enchantant le regard, les pensées et toute la vie des êtres éclairés par leur propre lumière intérieure. Mais l'intensité de cette lumière commence par la présence plus ou moins affirmée en soi-même de l'être androgyne, à la fois masculin et féminin, illustré par les premières lames majeures du tarot. L'androgyne intérieur porte la marque de l'ère du Verseau, mais c'est aussi un être révolutionnaire, invisible, redouté par les responsables des ordres religieux et initiatiques partout dans le monde, encore ancré dans l'ère des poissons et qui interdisent aux natures masculines et féminines des hommes et des femmes de se croiser intérieurement et de s'aimer. Voilà pourquoi la femme est la grande révélation des causes premières à défendre en cette nouvelle ère du Verseau. Car avant de prétendre à être androgyne soi-même, encore faut-il porter le même regard sur les natures masculines et féminines, reconnaître et respecter leur nature spécifique. Cette révolution du regard est en cours et ne peut se faire sans heurts et sans douleur, car elle malmène les structures hiérarchiques, patriarcales et matérialistes et leur substitue des structures plus transversales au service de la spiritualité et de la conscience. Pour faire leur révolution intérieure, les esprits rationnels doivent être juste un peu artistes, se déranger en transgressant leurs propres règles et être plus intuitifs, quitte à se mettre en danger dans une société essentiellement rationnelle qui marginalise l'intuition.
Les esprits intuitifs qui saisissent au vol ce qu'ils aiment avant de l'intégrer dans leur vie ont plus de mal à être rationnels car la compréhension des lois mathématiques nécessite des apprentissages qui ne s'improvisent pas. Les intuitifs sont même plus courageux que les rationnels en osant transgresser leur propre modèle de pensée, car leurs réactions sont plus viscérales et immédiates face à tout ce qui ressemble à une équation mathématique. Pourtant, tout n'est qu'une question d'éducation. Et si les mathématiques sont si clivantes en société et dans les pensées, c'est parce qu'elles ont été placées arbitrairement au-dessus des autres disciplines de l'esprit, pour servir un ordre hiérarchique dominé par la rationalité masculine, et ainsi préserver de toute dégradation le dogme monothéiste. Remettons donc les connaissances scientifiques et artistiques au même niveau pour les relier, comme le fit Dürer toute sa vie, et tout rentrera dans l'ordre. En somme, le mât est le Netcher égyptien du tarot, la nature divine de l'être illustrée par le pendu. Fou de tout et relié à tout dans l'univers par la diagonale de son bâton. Les responsables universitaires n'osent pas encore inclure cette dimension divine de l'être dans leur projet de croisement entre les disciplines scientifiques et artistiques, mais ils les relient déjà résolument dans la diagonale de l'université Paris-Saclay, qui a pour mission, disent-ils sur le site de l'université, de faire la diagonale entre la communauté scientifique et les citoyens, entre les différentes disciplines scientifiques et artistiques, entre les différents sites de l'université Paris-Saclay et son territoire. Elle joue un rôle de coordination, d'accompagnement et de soutien, des initiatives et de tête de réseau dans 4 domaines: les relations science-société et le partage des connaissances par la médiation et la vulgarisation scientifique, les activités et les pratiques artistiques et culturelles de la communauté universitaire, l'art-science, la conservation et la valorisation du patrimoine scientifique, ainsi que l'aide à la valorisation des patrimoines artistiques et naturels. Fin de citation. Le mât peut même s'inspirer du kendo, l'art martial japonais, et transformer son bâton en arme de combat. Encore une révolution à effectuer en Occident pour développer la puissance du mental et déployer les énergies qui parcourent le corps et l'esprit. Le kendo, littéralement la voie du sabre, se pratique à présent avec un bâton considéré comme un prolongement naturel du corps. Et ces pratiquements sont soumis à un code d'honneur extrêmement strict, exigeant rigueur morale et discipline physique. Il ressemble beaucoup à l'art de la chevalerie du Moyen Âge et développe définitivement le respect de l'autre, la patience, la maîtrise de soi et la confiance en soi-même. Comme un pratiquant du kendo, le mât se bat essentiellement avec soi-même et non contre soi-même pour se connaître physiquement, mentalement et spirituellement. Ce tour du tarot de la Renaissance est achevé. À présent, c'est à vous de jouer et de relier le battleur et le mât, en passant par toutes les lames intermédiaires. Aimez-les avant d'y penser et de les questionner.
et elles vous diront tout ce que vous devez et pouvez savoir sur vous-même, ni plus ni moins. En fait, les lames sont pleines de réponses à des questions que vous aimeriez poser sans vous l'avouer. Alors, osez. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'App des Étoiles à cette adresse. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.